Pour la dernière partie du cours, on va faire un petit peu de méthodologie. En fait, depuis le début du cours, tous les exercices qu'on présente sont le résultat d'une décomposition d'un problème parfois non trivial en une succession de fonctions qui, par leur enchaînement, leur composition, permet de résoudre le problème. L'idée, bien sûr, l'objectif, c'est de maîtriser la complexité. Ce que je veux faire dans cette partie du cours, c'est vous montrer un peu toute cette démarche sur un problème pas très compliqué, puisque ça reste un exemple de cours, mais quand même non trivial d'une certaine façon. Par exemple, on va prendre, c'est la construction du triangle de Pascal. L'idée, c'est qu'on veut construire donc, les n premières lignes du triangle de Pascal qui représentent de façon assez intéressante les coefficients qu'on appelle les coefficients binomiaux, donc les choix des k parmi n. Si on prend le triangle de Pascal, on peut le représenter sous cette forme triangulaire avec 1 qui est le premier coefficient, puis à la deuxième ligne, on va retrouver le 1 de chaque côté. À la ligne d'après, on va trouver toujours les 1 autour et un 2 au milieu, qui va être en fait la somme des éléments qu'on va trouver juste au-dessus. À la ligne d'après, on va trouver toujours les 1 sur les côtés, puis 3 qui va être la somme de 1 et 2, et ce 3 aussi qui est la somme de 2 et de 1, etc. Donc on voit une sorte de construction géométrique de ces nombres. Alors, c'est pas évident d'écrire tout de suite une fonction qui fait cette construction, donc il faut réfléchir et on va voir qu'il va être intéressant de décomposer le problème. Alors, la première étape importante, c'est la question de la représentation des données. Comment on va représenter ce triangle? Donc, le triangle lui-même est une liste de listes. Chaque élément de cette liste est une ligne du triangle. Chaque ligne du triangle, c'est une liste entière. On voit d'une certaine façon que la représentation un petit peu complexe, donc c'est un exemple encore une fois de liste, témoigne un petit peu de la nature un petit peu plus complexe du problème qui se pose. Alors on peut regarder quand même ce que cette représentation va donner sur l'exemple des premières lignes. Là, on peut se convaincre qu'en termes de représentation, on a bien toute l'information nécessaire, et on verra d'ailleurs que cette représentation permet de résoudre le problème simplement. Alors, à partir de cette représentation, on est capable de maintenant de spécifier complètement le problème, mais il va falloir résoudre le problème. Pour ça, il faut réfléchir un petit peu. L'idée, c'est, encore une fois, de prendre le problème global et d'essayer de le décomposer en sous-problèmes qui vont être plus simples à résoudre directement. De cette façon, on pourrait déjà écrire une fonction et résoudre tout le problème, mais cette fonction serait compliquée et on risque de bloquer assez rapidement si on se lance comme ça. Donc, l'idée, c'est qu'il faut réfléchir. Alors, il faut quand même préciser que cette réflexion, je vais l'orienter en fonction de ma propre réflexion quand j'ai réfléchi au problème, que chacun peut trouver d'autres manières de décomposer. Il n'existe pas une décomposition unique. Alors, la façon dont j'ai procédé, l'idée, ça a été d'essayer de se poser la question, qu'est-ce qui se passe entre la construction d'une ligne et la suivante? Donc, pas la construction globale, mais juste le passage d'une ligne à la suivante. Alors, notamment, observons le passage de la ligne 1, 4, 6, 4, 4, 1 à sa ligne suivante, qui est 1, 5, 10, 10, 5, 1. On sait déjà que ce 5, c'est 1 plus 4, ce 10, c'est 4 plus 6, etc. Il y a quand même quelque chose qu'on sent bien. Sous forme de liste Python, on retrouve la problématique de passer de la première liste de nombres à la seconde. Alors l'idée principale, un peu géométrique, c'est de prendre la ligne de départ et de la reproduire, mais décalée d'un cran. Et l'idée, c'est pourquoi effectuer cette juxtaposition. En fait, c'est si on regarde en dessous, si on voit ça comme une addition, en injectant les zéros au bon endroit, on voit qu'on va obtenir la ligne suivante qui nous intéresse. Alors cette propriété, donc qui est assez géométrique d'une certaine façon, est en fait justifiée par la relation de récurrence sur les coefficients binomiaux. Alors maintenant qu'on a étudié les principes, on va regarder comment les coder en Python. Alors à partir de notre ligne
courante du triangle de Pascal, l'idée d'abord c'est qu'on va la décaler vers la gauche, c'est-à-dire en fait injecter un 0 à droite à la fin de la liste et ensuite prendre une copie de cette ligne et cette fois-ci la décaler vers la droite. Finalement, on sait qu'en sommant élément par élément ces deux listes, on obtiendra la ligne suivante. Donc on a décomposé d'une certaine façon le sous-problème qui correspond au passage d'une ligne du triangle de Pascal à la suivante en trois sous-problèmes. D'abord, un sous-problème de décalage à gauche d'une liste qui injecte un 0 tout à droite, le sous-problème d'un décalage à droite d'une liste qui injecte un 0 tout à gauche, et puis la somme entre deux listes. Donc ça devient des fonctions extrêmement simples. On va regarder sur l'exemple ce que cela donne pour cette fois-ci l'étape suivante, pour voir si ce processus, quand on le répète, a priori donne les bons résultats. Donc cette fois-ci, maintenant, on parle de 1, 5, 10, 10, 5, 1. On va décaler à gauche. L'autre copie, on va décaler à droite. Si on fait la somme de ces deux listes, on obtient bien 1, 6, 15, 15, 6, 1, qui est bien la ligne suivante dans le triangle de Pascal. C'est vérifié par exemple sur Wikipédia. Et en fait, au final, on pourra itérer ce problème de la ligne suivante. Donc on a maintenant toutes les clés qui permettent de résoudre le problème. Je vous encourage à stopper d'une certaine façon la vidéo à cet endroit-là et d'essayer maintenant de le résoudre par vous-même. Je vais quand même donner la solution dans la suite de la vidéo, bien sûr. Bon, d'abord, on prend le décalage à gauche. L'idée, c'est qu'on prend notre liste d'entiers. On va retourner une liste d'entiers. Encore une fois, on va la construire. Hein, mais par décalage à gauche. On a des exemples en dessous. Donc l'idée, c'est d'injecter un 0 à la fin. La façon la plus simple ici de résoudre le problème, finalement, c'est avec la concaténation. Puisque l'idée, c'est qu'on veut rajouter le 0 à la fin de L. Alors, si on veut absolument utiliser le append, c'est faire une liste résultat, effectivement, une liste d'entiers, et recopier la liste de départ dedans. Et à ce moment-là, on pourra faire lr.append 0. Effectivement, ça hérite en LR. De toute façon, on ne gagne rien puisqu'on fait une recopie complète par rapport à la solution qui sont quand même un peu plus intéressante, et celle-là. Encore une fois, faire attention au principe, au append. Ici, en fait, le append ne nous fait pas gagner en efficacité, donc dans ce cas-là, surtout ne pas l'utiliser. Alors, ça c'est le décalage à gauche, donc ça marche sur nos deux petits exemples ici. On verra bien si on construit le triangle parce qu'il n'est pas à la fin. Le décalage à droite, c'est pas beaucoup plus compliqué. Voici, on met un élément à gauche au début de la liste, parce que l'opération est symétrique, il suffit de faire ça. Voilà, donc on a deux fonctions très très simples, qui correspondent juste à des formes de concaténation. Le troisième sous-problème, c'est la somme de deux listes, L1 et L2 des listes d'entiers. Donc ça va produire une liste d'entiers. Et on a une précondition qui est intéressante, qui va nous aider, que la longueur des deux listes est la même, puisque c'est une des garanties qu'on a quand on fait notre décalage. L'idée, ça va être de prendre une liste. On va pas pouvoir utiliser une boucle d'itération parce que il faut parcourir deux listes simultanément. On va tout simplement passer par un indice, I, et puis tant que I est inférieur par exemple à la longueur de L1, il n'y a pas besoin de tester pour L2 puisque la longueur de L2 c'est la même chose que la longueur de L1. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est placer en fin de liste résultat la valeur de l'élément à l'indice I dans L1, additionné avec la valeur de l'élément au même indice dans L2. Il ne faut pas oublier d'incrémenter notre indice et enfin de tourner la liste résultat. Voilà. Encore une fois, un problème un peu plus compliqué que les décalages, mais enfin quand même pas très compliqué. Maintenant, on peut sous-problème un peu plus compliqué de construction de la ligne suivante à partir de la ligne précédente, la ligne du décalage à gauche de la liste L de départ, de la ligne L de le décalage à droite de la liste L
et retourner tout simplement la somme de ces deux listes-là. On teste sur la ligne suivante passe. On s'approche de la solution du théorème de Pascal. L'idée, c'est qu'on va construire notre triangle ligne par ligne. La ligne courante, d'une certaine façon, on va avoir besoin de la conserver à chaque étape. C'est une liste d'entiers. Et au début, la ligne, bien représentant la ligne de départ, c'est la liste dans laquelle on a juste 1. Il faut aussi le triangle qui est une liste de limites. Et on sait que dans ce triangle, le premier élément, c'est la ligne qu'on a au-dessus. Et maintenant, on veut itérer ligne suivante pour compléter notre construction du triangle de Pascal. Donc, on va faire, au niveau de l'intervalle, on va, donc si on veut le triangle de Pascal de 1, il faudra aller jusqu'à n non inclus, puisqu'on l'aura déjà, le triangle de Pascal. Donc, notre borne sup sera le n lui-même. Et ce qu'on va faire, c'est calculer la ligne suivante. Ça fait notre ligne suivante. Et cette ligne, on va l'ajouter à notre triangle. Et j'ai oublié une information qui est ici. Voilà la proposition de construction du triangle de Pascal. Un jeu de test, on va juste essayer de regarder les 10 premières lignes de notre triangle. Si on faisait jusqu'au bout l'étude de ce problème, il faudrait montrer la correction de notre solution. Mais bon, ces exemples nous montrent qu'a priori, on a bien résolu le problème. Donc, dans la plupart des problèmes qu'on va se poser en informatique, il y aura toujours cette problématique de réussir à comprendre d'abord le problème, puis à trouver ces sous-problèmes fondamentaux. Voilà, on a terminé le cours 7 avec le point le plus important, donc le principe des NUPLAY et leur construction, leur déconstruction, utilisation des NUPLAY, et notamment des listes de NUPLAY, et puis les listes de listes, les fonctions génériques et les principes méthodologiques concernant la décomposition de problèmes. Alors, dans les exercices, on ne va pas demander en général de décomposer les problèmes, mais il faudra comprendre que cette décomposition a été faite dans l'énoncé, notamment, souvent, les fonctions dans un même exercice ne sont pas indépendantes.